Bon, écoutez, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais depuis 1980, où je fais partie du mouvement aérien, s'il y en a eu, on ne m'a pas invité. Je ne les ai pas vus. Donc, je pense en fait que euh, les gens de l'extérieur de notre groupe, les journalistes spécialement, qui sont là pour vendre leur papier, évidemment, euh, je pense qu'ils font ce qu'on appelle de la projection. Quand nous, on parle de liberté sexuelle, ça veut dire que les gens sont libres de dire oui à quelqu'un qui les invite. Elles sont en même temps libres de dire non à quelqu'un qui les invite. Elles sont libres de choix. Les personnes sont libres d'explorer leur sexualité dans les différentes variations qui existent pour se découvrir, puis éventuellement choisir un partenaire. Ils sont libres s'ils veulent avoir un partenaire de bâtir une relation exclusive ou pas. Puis même une relation qui a commencé exclusive, après quelques années, elle peut devenir une relation ouverte où les deux partenaires continuent de s'aimer, veulent vivre ensemble, mais ils ont envie de découvrir d'autres aspects de la sexualité ou avoir occasionnellement d'autres partenaires. C'est leur liberté entre adultes consentants. Alors, quand on parle de ça, puis qu'on dit, nous, dans le mouvement aurélien, là, on le dit officiellement. Mais là, il n'y a rien de plus que dans la société, excepté que dans notre groupe, il n'y a pas l'hypocrisie de la société, où les couples se mettent ensemble, puis tout à coup, sans se le dire, ben, ils commencent à se cacher parce qu'ils ont une attirance vers quelqu'un d'autre et qui ont envie de donner une suite à leur attirance. Je ne les plains pas d'avoir des attirances, mais quel inconfort quand on vit de la culpabilité, qu'on sent qu'on est obligé de se cacher, puis qu'ensuite on ment à l'autre. Ça distorsionne tout. En tout cas, personnellement, je ne suis pas à l'aise de vivre comme ça. Donc, du côté des Raéliens, la différence, c'est qu'on est capable d'en parler ouvertement avec notre partenaire, puis de dire, bon, ben, est-ce qu'on est rendu à une autre étape de notre relation? Est-ce qu'on veut continuer à vivre ensemble? Oui ou non? Parce que chez nous, un mariage pour jusqu'à la vie, jusqu'à la mort, ça se peut que ça arrive, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'être heureux ensemble. Alors, si on décide qu'on a envie d'interrompre la relation, ben on le fait avant que ça devienne un enfer, hein, pendant qu'on est encore des bons amis. Puis on se dit, ben, garde, restons amis, puis bonne chance avec ton nouveau chum, ou bonne chance avec ta nouvelle copine. Puis, bon, j'en ai vu des gens qui se sont quittés comme ça, puis éventuellement, ils se sont retrouvés, puis ils sont restés les meilleurs amis du monde, dans le respect, dans l'amour de la liberté de l'autre et de la liberté de l'autre d'aimer qui elle veut ou qui il veut. Alors, c'est ça la différence entre, je pourrais dire, ma vie avant d'être raélienne, puis ma vie depuis que je suis raélienne. C'est qu'avant, ça se faisait en cachette, avec la culpabilité, avec le mensonge, avec un arrière-goût de ne pas être honnête avec l'autre. Alors qu'avec les Raéliens, ben, on enlève ce poids-là et ben, c'est ce qu'on appelle la liberté sexuelle. Donc, euh, si les gens veulent, euh, dans leur choix de liberté, partager leur sexualité avec plus qu'un partenaire à la fois, ça les regarde, c'est leur vie privée. Du moment qu'ils sont dans le respect des lois, du moment qu'ils le font avec des adultes consentants. C'est la règle. On appelle toujours les Raéliens à respecter les lois. Et on va plus loin que ça. On leur dit, si vous êtes victime ou témoin d'agression sexuelle, allez à la police tout de suite. Et on a même fait récemment un appel à des recours collectifs. Allez-y, appelez les avocats qui font des recours collectifs, portez plainte.
On va vous soutenir parce qu'on respecte les lois et on invite nos membres à les respecter aussi. Les membres du mouvement indien sont libres d'avoir des enfants ou pas. Je connais des membres du mouvement indien qui avaient déjà des enfants avant de connaître les messages des Elohim. S'occuper de leurs enfants. Je connais des membres un petit peu plus récents, un peu plus jeunes peut-être aussi, deux Raéliens qui se sont rencontrés, puis qui ont décidé d'avoir des enfants. C'est leur choix. Chacun choisit de faire ce qu'il veut de sa vie. Alors, on vit maintenant une époque où, heureusement, contrairement à la génération qui m'a précédée, ben, on a les contraceptifs, puis on a la possibilité aussi comme femme de s'épanouir professionnellement. Le rôle des femmes dans la génération de ma mère, par exemple, c'était d'enfanter. C'était la gloire d'une dame, c'était de parler de ses enfants. Mais c'est fini, ce temps-là. La femme n'est pas faite seulement pour enfanter. Si elle le souhaite, elle le fait. Mais la femme a aussi maintenant deux phénomènes sociaux très importants qui changent sa perception de son rôle d'enfant, de mère, potentiellement. C'est que les femmes ont la possibilité d'étudier et de se bâtir une carrière professionnelle et de s'y investir à fond. C'est la même chose dans le mouvement raélien. Les femmes qui ont des professions puis qui veulent y mettre tout leur temps, elles ont le choix de le faire. Et éventuellement, un peu plus tard, d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, c'est encore leur choix. Alors que quand moi j'étais plus jeune, une femme qui n'avait pas d'enfants, c'est comme une femme qui avait échoué. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants, que ce soit dans le mouvement raélien ou dans la société en général, on ne les pointe plus du doigt en se moquant, en les traitant de vieilles filles endurcies, parce que c'était l'expression quand j'étais plus jeune, des vieilles filles endurcies qui n'avaient pas, qui n'avaient pas procréé, quoi. Alors, ben moi, j'en ai pas d'enfants et ça ne me manque pas. J'adore les enfants. Ben, en fait, quand il y a des fêtes de famille, euh, je cherche les enfants. C'est avec eux que je m'amuse le plus. Ils sont les plus marrants, les plus honnêtes, les plus sincères. Alors que bien souvent, bon, les adultes, on a un peu leur discours, mais je trouve les enfants tellement purs et tellement passionnants et tellement spontanés, tellement vrais. Puis j'espère que je peux garder un peu de ça, de ces qualités d'enfant, même en avançant dans le temps. Donc, c'est encore là la liberté des femmes et des hommes d'ailleurs, hein, parce que c'est pareil pour tout le monde, autant pour les hommes que pour les femmes, d'avoir ou de ne pas avoir des enfants. Dans notre organisation, on a le prophète Raël. Pour faire une comparaison avec la religion la plus connue, en tout cas au Québec, ben, la religion, toute la chrétienté repose sur le message d'un prophète qui s'appelle Jésus. Jésus, à son époque, a décidé de choisir ses apôtres, donc ses assistants, pour répandre son message. Puis il a choisi quelqu'un, il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il s'est choisi un successeur de son vivant. Sa carrière de prophète a duré autour de 3 ans si les écrits sont précis. Hein? Maintenant, Raël est le dernier des prophètes. C'est un prophète qui est là depuis 50 ans, depuis 1973. C'est le dernier parce que c'est celui qui va accueillir les Elohim qui eux-mêmes ont initié tous les autres prophètes comme Jésus, Bouddha, Mahomet, Joseph Smith, une quarantaine de prophètes. Alors,
la mission de Raël, qui dure déjà depuis 50 ans, a nécessité qu'il se fasse aider. Et dans son organisation, ben, il a structuré de telle sorte que des gens puissent prendre des responsabilités de plus en plus importantes selon leur disponibilité, selon le temps qu'elles voulaient mettre. Parmi ces gens-là, on a ce qu'on appelle des guides niveau 4, qui sont un peu l'équivalent des moines bouddhistes ou des rabbins juifs ou des prêtres catholiques, par exemple. Et il y a aussi euh, des guides niveau 5, qui seraient l'équivalent, on peut dire, des évêques, des grands rabbins, un autre niveau de la hiérarchie. Et au-dessus de cette organisation, on appelle le guide des guides. Donc, Raël est, en plus d'être le prophète, il est le guide des guides, c'est-à-dire qu'il est celui qui organise toute son équipe pour arriver à faire l'ambassade dans laquelle les Elohim vont revenir sur Terre. Alors voilà le rôle du guide des guides. Maintenant, le guide des guides n'est pas immortel et il a décidé, il y a très longtemps, il a écrit qu'il prévoyait être remplacé par quelqu'un de son organisation, quelqu'un qui serait choisi par les guides niveau 5, parmi les guides niveau 5. Autrement dit, à tous les 7 ans, comme ça aura lieu dans 2 ans, en 2025, un an et demi, 2 ans, euh, il y a un nouveau vote pour le guide des guides pour les 7 années qui vont venir. Si un jour, Raël, le prophète Raël, qui est aussi le guide des guides, disait « Je ne souhaite plus assumer le rôle de guide des guides, choisissez parmi vous, les niveaux 5, le guide des guides ou la guide des guides qui va me remplacer dans cette fonction-là. » Ça veut donc dire que toutes les femmes raéliennes qui sont guides niveau 5 sont éligibles pour éventuellement devenir guide des guides, pas pour remplacer le prophète. Le prophète restera toujours le seul prophète, comme Jésus était le prophète. Mais on pourrait dire son assistant principal, qui était Pierre, ben, si Pierre est remplacé, il ne remplacera jamais Jésus. Donc, c'est la même chose. Si ça arrive, si un jour elle décidait de ne plus être le guide des guides, la personne qui va le remplacer, que ce soit un homme ou une femme, ne deviendra jamais prophète. Elle deviendra responsable de l'organisation destinée à répandre le message des Elohim partout sur la planète et à préparer le retour des Elohim sur Terre dans l'ambassade qu'on veut leur construire. Donc, à la question, est-il possible qu'une femme devienne guide des guides et remplace Raël dans cette partie de sa fonction? La réponse est oui. Dans l'organisation qu'on appelle le Mouvement raélien international, quand les femmes se présentent et veulent aider Raël dans sa mission, leurs fonctions leur sont accordées ou assignées toujours en fonction de ce qu'elles aiment faire, de leur potentiel. Il y a des femmes qui sont de carrière, qui sont des comptables, par exemple. Ben, si on leur dit tu vas aller donner une conférence, ben, elles vont paniquer et elles ne seront pas efficaces si elles n'aiment pas ça. Donc, ben, elles vont dire, moi, j'aimerais bien avoir des tâches administratives, puis si je peux aider à la comptabilité, ben, intégrez-moi à l'équipe et je vais apprendre, puis je vais aider. Puis une autre personne qui dit, moi, je peux pas rester devant un ordinateur plus qu'1 heure par jour, mais donnez-moi pas, donnez-moi pas une fonction qui requiert ça. Je vais être bien malheureuse. J'aime ça parler au monde. Moi, je suis une personne de contact humain. Ben, on va lui trouver une fonction qui va l'aider à s'épanouir parce qu'il y a tellement d'aspects dans ce qu'on doit faire pour préparer le retour des Elohim. Donc, les fonctions, les rôles qui sont assignés, d'abord, quand on arrive, on décrit un peu notre profil
professionnelle, les langues qu'on maîtrise par écrit, un peu comme une application pour une entreprise. Ben, c'est une entreprise aussi, on peut dire, mais c'est une entreprise bénévole. Donc, on dit, on explique qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime faire, puis on a une personne dédiée, qu'on pourrait dire le responsable des ressources humaines. Hein? C'est pas son titre, mais en tout cas, c'est l'équivalent. Son rôle, ben lui, c'est de dire quand un responsable d'une équipe dit j'aurais besoin de tel type de personne, ben lui, il regarde dans toute la banque de données de tout le beau monde qui offre ses services. Puis, ben, là, on voit laquelle des personnes est la mieux adaptée aux besoins de la cause. On va pas me demander à moi d'être programmeur parce que ça ira pas loin. Si on me demande de faire de l'enseignement, je me sens à l'aise. Donc, ça va avec le potentiel des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est le même processus. Aucune différence. Alors, souvent, oui, des gens de l'extérieur définissent le mouvement raélien comme une secte. Ah, qu'est-ce qu'une secte? Chacun a sa petite définition, mais un peu narquoise et diffamatoire. Euh, D'ailleurs, Suzanne Palmer, qui est une professionnelle de l'étude des nouvelles religions, elle refuse dans tous ses écrits d'utiliser le mot secte. Elle le considère comme péjoratif. Elle nous appelle, nous, les Raéliens, qu'elle est venue voir très, très souvent dans sa carrière d'enseignante et d'écrivain. Elle nous considère comme une nouvelle minorité religieuse. C'est comme ça qu'on aime être défini. On est une nouvelle minorité religieuse. Et pourquoi on rejette le mot secte? Pourquoi on ne se considère pas comme une secte? Bon, les gens qui parlent d'une secte, bien souvent, ils imaginent un groupe de personnes dans un emplacement spécifique avec des barricades tout autour et avec la liberté de circuler à l'intérieur, mais qui ne peuvent pas entrer et sortir comme ils veulent. Déjà, oubliez ça. Les Raéliens, qui sont tous des bénévoles s'ils décident d'aider Raël, ben, s'ils sont bénévoles, ils doivent payer leur loyer avec leur propre travail. Bon. Chacun des Raéliens est responsable de subvenir à ses propres besoins, ce qui ne peut pas arriver dans un enclos. Chacun vit dans sa ville de son choix. Il change de ville, il change d'emploi quand il veut, comme il veut. Ça ne regarde personne dans le mouvement raélien. Donc, on est éparpillé partout sur la planète. On n'est pas centralisé dans un endroit où on rentre et d'où on ne peut pas ressortir. Ça, c'est une fausseté totale. D'ailleurs, il y a des journalistes qui me disent où est-ce qu'on peut rencontrer les Raéliens? Ben, je leur dis, moi, on se rencontre une fois par mois, on loue une salle, puis si vous voulez venir nous voir, on va jaser avec vous. Ben, quand on doit se rencontrer, on trouve des lieux publics, puis après ça, c'est parti, on repart chez nous. Donc, cet aspect-là de l'appellation sectaire, elle n'existe pas. L'appellation où on doit donner tout notre argent à notre gourou ou quelque chose du genre, c'est pas vrai non plus. Comme je le disais, chacun doit assumer ses responsabilités financières. Bien sûr, si on veut contribuer à faire la publicité sur les messages que Raël a reçus et qui sont destinés à toute l'humanité, on peut le faire. On peut faire des dons à notre organisation nationale, mais ce sont des dons volontaires. Un peu comme quand j'étais catholique, on nous demandait de contribuer en donnant la dîme. Hein, la dîme, ça voulait dire 1/10 de notre revenu. Bon. Ben, les Raéliens sont aussi invités à contribuer, puis on leur dit, ben, pourquoi pas la dîme, pourquoi pas 1/10 de votre revenu net? C'est une indication, mais dans mon expérience, il n'y a jamais personne qui est venu vérifier chez moi depuis euh, l'an 1980 que je suis dans l'organisation. Il n'y a personne qui est venu vérifier mon salaire pour vérifier si ça correspondait à 10 si ma cotisation correspondait à 10 de mon revenu. Jamais. On n'a pas le temps de faire ça.
On suggère, ceux qui le font, ceux qui le font pas, le font pas. Puis on avance avec ceux qui décident de donner. Puis il y en a qui décident de donner plus, puis c'est leur choix, c'est leur argent. OK? Donc, cette partie-là de la SEC, ça vient de tomber. Puis quand on donne de l'argent à part ça, on ne la donne pas à Raël. On la donne à une organisation avec un compte de banque, par exemple au Canada. C'est un compte de banque qui est régi. L'organisation est régie par une charte où on a toutes sortes de critères. On doit utiliser les montants d'argent qui sont recueillis comme dons euh, pour les fins de l'organisation. Ça veut dire que si moi, je suis appelé à donner une conférence dans un endroit où je dois me louer une chambre d'hôtel puis prendre un train pour m'y rendre, ben, je paye mes propres dépenses. Mais la salle est payée par l'organisation, puis la publicité, s'il y en a, c'est la publicité payante, c'est payé par les cotisations, les dons que les membres font. Donc là-dessus, c'est impeccable, c'est vérifié par le gouvernement. Donc, ceux qui disent que Raël empoche tout notre argent, ils sont très mal informés ou ne veulent pas bien s'informer. Je ne leur donne pas cette intention-là, mais ce n'est pas la réalité. Alors, je ne vois pas ce qu'on a de secteur. Ah, on a on pourrait dire, un leader très charismatique. C'est vrai. Ceux qui écoutent Raël le trouvent très charismatique. Ben, ça, si c'est une faute, moi, je ne le vois pas comme une faute parce que les gens qui le supportent ne le suivent pas. Les gens qui le supportent suivent leur intuition, suivent leur envie d'aider Raël dans sa mission. Donc, on n'est pas des followers, tu sais, on n'est pas des suiveux. On n'est pas des petits moutons qui suivent quelqu'un contre notre gré. Et on pourrait dire que les journalistes ne rendent pas la vie facile aux Raéliens avec tout leur ramassis de mensonges et de calomnies et d'accusations criminelles. Puis malgré tout, comme on dit, des chiens aboient et la caravane passe. On continue, on avance. Ça fait presque 50 ans qu'on le fait, puis on n'a pas fini d'avancer malgré tout. Donc, non. Si la question est est-ce que le mouvement raélien est une secte? Non, on n'est pas une secte.